Alors, on va pas parler d'Embarcadero plus que ça, mais... Non, pas plus que ça. Donc, Grégory va nous parler du projet Nogari. Voilà. Nagori. Nagori, voilà. Voilà, non mais... je te laisse la parole. Bonne session à tout le monde. Ah si, juste une petite question quand même. Est-ce que mon dernier speaker est bien là? Voilà. Non, je vérifiais, c'est tout. Je te laisse tranquille. Pas de souci. Bonjour à toutes et tous. Du coup, voilà, je viens vous présenter un jeu que je suis en train de développer tout seul. Alors, tout seul en tant que développeur. Je ne suis pas développeur de jeu, je suis développeur professionnel depuis le millénaire dernier même, dans une, on va dire, dans une grande mutuelle d'assurance. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de la citer ou pas, peu importe, mais non, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais avancer un petit peu quand même. Voilà, il y a un petit sommaire, une petite présentation. Je vais me présenter très rapidement. Du coup, je suis développeur dans une grande mutuelle d'assurance. On fait de l'informatique de gestion. Maintenant, tout est sous format web. Du coup, c'est des applications React avec du Java en back-end. Enfin voilà, il y a encore du COBOL aussi derrière. Enfin voilà, ça m'a fait connaître pas mal de technologies. C'est là-bas que j'ai appris Delphi aussi. Dans mes études, c'était du C++, un petit peu de Java quand j'ai appris. Je suis MVP Embarcadero, donc Embarcadero, mais maintenant l'éditeur de Delphi et aussi de C++ Builder, parce qu'en fait, Delphi, c'est un nom d'un outil. C'est l'IDE couplé au compilateur Pascal Objet. Donc oui, la première version sortie en 91, comme la première version de Java, comme la première version de JavaScript. Python est même sorti en 91, je crois. Non, j'ai dit 91 tout à l'heure, 95, pardon, première version de Delphi, de Java et de JavaScript. Il y a une version majeure à peu près tous les ans qui sort. Il y a eu, dans l'histoire de Delphi, le premier éditeur, c'était Borland, qui était assez connu dans les années 80 et 90 pour ses IDE et ses compilateurs, C++ et Pascal à l'époque. Borland voilà, a laissé tomber un petit peu les outils, les compilateurs. Voilà, ça ne s'est pas trop renouvelé. La concurrence de Microsoft a été rude. Ils avaient sorti Delphi du coup en 95. Le membre principal, alors je vais écorcher son nom, Anders Ellsberg, est toujours maintenant, il a été débauché de chez Borland, pris chez Microsoft. C'est le fondateur de .NET, de C# et de TypeScript, toujours aujourd'hui chez Microsoft. Voilà. Les développeurs qui étaient habitués aux outils tels que Delphi, à cette période-là, du coup, ils sont partis sur .NET quand Microsoft l'a sorti, parce qu'on se retrouve un petit peu comme à la maison, en fait. Ça a changé. C'était le même concept. Mais depuis 2008 ou 2009, Embarcadero, une autre société américaine, a racheté les IDE et les compilateurs de Borland et les a largement remis à niveau. Alors, Delphi, du coup, c'est l'IDE et le compilateur Pascal. Et C++ Builder, c'est le même IDE, mais avec le compilateur C++. Moi, j'ai une licence avec les deux, en étant MVP, voilà. Mais je suis... voilà, j'ai appris Delphi de manière autodidacte, et malgré tous les langages que j'ai vus, que ce soit du JS, du Java, du COBOL, du Python, non, j'en ai pas fait, mais Groovy, j'en ai fait. Voilà, c'est quand même mon préféré. J'ai mis plusieurs liens là, voilà, sur ma petite chaîne YouTube, sur mon site internet. Et voilà. Donc, je suis devenu développeur en fait à cause des jeux vidéo. Je ne suis pas développeur dans le monde du jeu vidéo, mais enfant, en fait, j'ai eu ma première console, une Sega Master System, voilà, pour ceux qui ont connu. Et 2 ans après, je l'ai changé pour avoir la grande sœur, la Mega Drive. Et alors là, c'était le déclic. Au collège, avec les copains, on s'est changé les jeux le week-end et tout. Il n'y avait pas Internet de démocratiser. Hein. Du coup, on achetait un magazine tous les mois pour avoir les jeux, les dernières informations. Et puis, on n'avait qu'un jeu par an, ou voire 2 jeux par an. C'était le grand maximum. Du coup, les jeux, quand on en avait un, il fallait déjà bien le choisir. Et puis après, on le ponçait, quoi. On y jouait, on y rejouait, on y rejouait. Et puis c'était voilà, la nostalgie avec l'âge aussi, peut-être. Voilà. Je me suis dit, en fait,
des vieux jeux de cette ère, console 16 bits, ma Mega Drive, pour info, elle fonctionne toujours. Hein. Et elle fonctionne chez moi, j'ai toujours les jeux qui fonctionnent aussi. Et puis, voilà, le côté rétro gaming me plaît bien. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire un petit jeu en 2D, comme il y avait à l'époque des consoles 16 bits, Mega Drive et Super Nintendo, en partant de rien. Mon objectif, moi je suis développeur. Alors, il y a des très bons moteurs qui existent, et c'est aujourd'hui assez facile, entre guillemets, de créer un jeu vidéo. Il y a plein d'outils pour ça. Mais moi, c'est le côté justement technique, en tant que développeur, qui m'intéressait. Je ne voulais pas utiliser de moteur. Je voulais être confronté aux problèmes moi-même, essayer de les résoudre comme je pouvais. Je suis parti pour ça, en fait, pour le projet Nagori, je suis parti d'un article que j'avais déjà écrit dans le magazine Programmé de l'été 2021, où c'est un petit jeu en plateforme, comme ça, en 2 dimensions. Le projet a mûri, et plusieurs évolutions techniques aussi du petit moteur du coup, que j'ai créé pour l'occasion. Et là, il y a une capture d'écran, on verra le jeu à la fin. Je montrerai le jeu à la fin. Il n'y a rien de révolutionnaire non plus. Hein. C'est un jeu de plateforme en 2D de plus par rapport à l'offre pléthorique qui existe. Mais il y a des petites choses particulières. Il est jouable sur 2 plans, même si c'est en 2D, il va être jouable sur 2 plans. C'est le petit plus, on va dire. Voilà. Et du coup, l'histoire du jeu, parce qu'il en a fallu une, et je ne suis pas un grand scénariste, c'est tout simple. Je voulais mêler du coup cette nostalgie des jeux 16 bits et à l'histoire du jeu. Donc là, il n'y aura pas de princesse à sauver, pas de monde non plus à protéger. C'est juste aider le personnage Nagori à retrouver sa collection d'anciennes consoles, en fait. On va parcourir les niveaux, et à la fin de chaque niveau, il y aura le boss qui aura caché une des consoles, enfin le boss, l'ennemi, qui est le voleur qui a volé les consoles au départ. Il aura disséminé les consoles un peu partout dans le monde de Nagori. Il faudra aller à sa recherche. Donc voilà, petite particularité de jeu. Certains niveaux, pas tous, mais sont jouables sur deux plans. Je suis développeur, je ne suis ni graphiste, ni musicien, ni game designer. Je suis juste développeur. Il a fallu quand même du coup acheter, parce que mon objectif c'était après de le diffuser. Alors de le vendre, c'est pas du tout pour me rapporter de l'argent. J'estime que si j'arrive à rembourser les assets que j'ai achetés, je serai déjà largement satisfait. On va être loin des budgets évoqués par François en début d'après-midi, parce que là, les assets graphiques et sonores, j'en ai eu pour à peu près 70 €. Voilà le budget. Et après, il y aura une petite chose, oui, j'en parlerai à la fin. Donc, le choix des assets. Quelqu'un avait posé la question tout à l'heure si des personnes avaient participé à des Game Jam. Oui, j'en ai fait plusieurs. Et à cette occasion, j'avais déjà acheté des assets sur le site de Kene. Alors, vous connaissez certainement aussi. Voilà. Et il y a déjà plein de choses fournies avec le travail de Kene. Pour le jeu de plateforme en 2D, il y a aussi plein de tilesets, d'assets, même des personnages. Mais je voulais... les graphismes ne me plaisaient pas assez. Je voulais un jeu un peu plus beau que ce qu'on pouvait faire avec les assets de Kene. Et j'ai trouvé, du coup, sur itch.io, la prononciation, Zadiart. Et du coup, j'ai acheté des assets graphiques et même des sons. Les musiques du jeu viennent de là. Et certains graphismes et certains sons viennent de Kene. Les musiques viennent la plupart des graphismes viennent de Zadiart. Les choix techniques. Alors c'est là qu'on va parler un petit peu de Delphi. Delphi permet d'écrire n'importe quelle application, en fait. Par défaut, c'est du natif. Il existe, au moins à ma connaissance, au moins 3 frameworks pour faire du web avec Delphi. Dans
Alors, à côté de mon emploi, je suis du coup MVP Embarcadero et du coup, j'ai eu des missions aussi à faire chez certains clients français qui utilisent Delphi. Et il y a eu du coup des choses à faire en web. Après, moi, je me suis un petit peu plus spécialisé sur la 3D parce que le framework multiplateforme permet de faire de la 3D aussi. Donc, c'est le langage derrière, c'est du Pascal Objet. C'est un langage moderne. L'éditeur est maître du langage par rapport au compilateur Free Pascal qui est open source et qui est normé. L'IDE Delphi peut prendre quelques détours par rapport à la norme Pascal qui existait et qui existe. Ils ont modernisé le langage sur plusieurs points. Ça génère par défaut des binaires natifs pour Windows, macOS, donc macOS pour processeur Intel ou ARM, Android et iOS, Linux aussi, à partir d'une certaine édition de Delphi. Voilà. On n'a pas besoin du coup de runtime, de VM, de navigateur ou quoi d'autre. L'OS, c'est tout, et l'application, et ça fonctionne. Un des gros avantages que j'y trouve, c'est l'éditeur visuel d'interface graphique. On n'est même pas obligé, enfin, c'est même pas le développeur. Il peut évidemment faire son interface graphique, mais ça peut être un UX designer qui fait l'interface graphique directement. On peut l'avoir en mode texte si on veut, mais il y a l'éditeur graphique qui est là. Et pour une grande, surtout dans l'informatique de gestion, je ne sais pas dire comme ça, mais une grande majorité des cas, des besoins, ça suffit amplement. Voilà. Sans avoir à coder dans des fichiers texte, du texte. On constitue graphiquement notre interface graphique en posant des composants, voilà, sur le formulaire. Quelques exemples. Alors là, j'ai pris quelques exemples. Donc, il y a des moteurs et il y a une application aussi. Je ne sais pas si vous connaissez GameMaker Studio, par exemple. C'est un outil qui permet... Alors, dans le milieu du jeu vidéo, puisque j'ai centralisé sur le milieu du jeu vidéo, GameMaker Studio est fait en Delphi, par exemple. Castle Game Engine, c'est un moteur qui est disponible pour Delphi. C'est du Pascal, mais c'est écrit en Free Pascal et c'est compatible avec Delphi. Et Gorilla 3D, c'est un framework aussi allemand. C'est un moteur 3D fait pour Delphi, pour la plateforme, pour le framework multiplateforme de Delphi. Quelques exemples de jeux aussi. Donc il y a Rise of Legion qui va être disponible sur Steam, lui. Night Province, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Et Stone Quest, qui est techniquement impressionnant. En fait, il y a des vidéos, c'est un studio allemand qui le développe. C'est une sorte de Minecraft. On évolue aussi dans un monde à la Minecraft, sauf que ce n'est pas des cubes, c'est vraiment un environnement de 3D, c'est un moteur 3D maison. Et c'est vraiment... c'est pas mal. Donc, voilà, Delphi, il y a 2 frameworks de fournis en standard avec lui. Un framework VCL, qui était, on va dire, l'ancien framework qui s'appuyait sur la librairie Windows. Donc, on pouvait faire que des applications Windows. Et depuis maintenant 12-13 ans, il y a un framework multiplateforme qui est fourni et qui évolue aussi à chaque version. FireMonkey, qu'on peut simplifier en FMX. Et ça apporte pas mal de choses par rapport à l'ancien modèle, en plus l'ancien framework, en plus du multiplateforme. Les éléments graphiques sont vectoriels. Ça permet du coup d'adapter très facilement l'interface à tout type d'écran, quelle que soit la taille, la résolution, la définition de l'écran. Par défaut, du coup, une application Delphi s'appuie sur son framework FireMonkey et en fonction de la plateforme ciblée, va utiliser DirectX, OpenGL, Metal ou pour les plateformes mobiles OpenGL ES. Des shaders, alors ils appellent ça des effects sur Delphi, sont fournis en standard. Ces shaders-là, fournis en standard, vont fonctionner quelle que soit la plateforme cible. Si nous, on veut écrire nos propres shaders, on peut, mais il faudra du coup les écrire en fonction du moteur utilisé dessous. Du coup, grâce à l'éditeur d'interface graphique,
on peut très facilement coupler une interface 2D avec de la 3D. Dans le jeu Nagori, il y aura des passages comme ça. Alors, je ne vais pas spoiler non plus tout le jeu, mais il y a des passages comme ça, avec de la 2D affichée et de l'arrière-plan, par exemple, avec des effets en 3D. Il y a plusieurs éditions disponibles de Delphi. Il y a la Community qui est gratuite, sous certaines conditions, et le jeu Nagori compile sur la version gratuite. Alors les conditions, c'est voilà, pour un développeur qui fait de l'open source, c'est bon. Si on veut faire de l'argent avec, c'est limité à 5 000 $ de revenus par an. Donc c'est peu, mais voilà. En termes de fonctionnalité, la Community équivaut à l'édition Pro. On peut compiler pour Windows, Mac, iOS, Android, mais pas Linux. Linux vient avec une édition supérieure de Delphi. Mais la communauté est gratuite. Et s'il y a une autre différence aussi, la Pro, les sources des frameworks sont fournies avec les licences payantes et ne sont pas fournies avec la licence gratuite. Et puis l'IDE prend aussi en charge du coup le déploiement sur les principaux stores. Donc ça peut être facile, assez simple, aisé, de compiler son appli pour la fournir directement sur les principaux stores comme le Windows Store, le Play Store et l'Apple Store. Voilà, alors là on va rentrer un peu plus dans le projet vraiment Nagori. Alors en 45 minutes, on n'aura pas le temps de voir tout le code source, évidemment. J'ai sélectionné quelques points qui me semblaient importants. Il y aura peut-être un petit peu de redite avec la présentation de Jonathan, parce que c'était un jeu en 2D aussi, du coup, on n'était pas concerté avant, mais voilà, il y aura peut-être un petit peu de redite là-dessus. Le jeu Nagori, je vais parler des défilements de l'arrière-plan, ce qu'on appelle les scrollings multidirectionnels et parallaxe. Donc on va pouvoir en faire plusieurs et dans toutes les directions, sur l'axe X ou l'axe Y. Donc on va voir ça en détail. Donc en fait, on a la première image, je vais l'afficher au fond par rapport à l'utilisateur. Et l'image, du coup, elle va être au fond. L'image suivante, devant, et la troisième image, là c'est un cas avec trois images, la troisième image encore devant. Et quand le joueur va vouloir bouger, en fait, on va faire bouger ces trois images à 3 vitesses différentes. Ça va donner comme ça l'illusion de profondeur un petit peu. Alors sur l'axe désordonné, mais aussi sur l'axe des abscisses pour avoir le côté multidirectionnel. Le côté multidirectionnel, il faut des images du coup qui soient en haut. Là, par exemple, les pixels, on va dire noirs foncés, correspondent à ceux-là en bas pour que l'image puisse être dupliquée sans qu'on voit de raccord, en fait. Ça, c'est fourni dans l'asset graphique. Alors, sur cet écran, voilà, là, on voit, par exemple, le gros rectangle vert, ça symbolise l'écran du joueur. Le rectangle bleu, c'est en fait la taille de l'image qui va porter le scrolling, du plan du scrolling. Et l'image, elle, c'est les cadres rouges, elle est dupliquée un certain nombre de fois et on déborde de l'écran. Alors sur X et sur Y aussi. Et comme ça, en fait, quand le joueur va vouloir se déplacer, par exemple, vers la droite, on va déplacer le cadre bleu vers la gauche et il aura l'illusion, voilà, que ça continue jusqu'au moment où on arrivera dans cette situation-là où le cadre bleu en fait correspondra au cadre de l'écran. Et du coup, à ce moment-là, on va repositionner le cadre bleu à sa position d'origine. Donc ainsi, avec une image un peu plus grande que celle de l'écran, en fait, on arrive à faire un scrolling perpétuel. Et du coup, oui, j'ai mis là, parce qu'on va le voir après un petit peu dans le code, juste les formules. Alors avec le présentoir, ça se voit peut-être pas. Pour obtenir la taille de l'image bleue qui est plus grande que l'écran,
et bien en fait, je prends la largeur du plan, du coup la largeur du rectangle bleu, je prends la largeur de l'image multipliée par la largeur de l'écran, le rectangle vert, divisé par la largeur de l'image plus 1, pour avoir en fait forcément une image de plus que ce que l'écran peut afficher. Donc là, voilà, quand on se retrouve dans ce cas-là, ben le cadre bleu, hop, je vais le repositionner à sa position 0, 0, ici. L'origine du repère, c'est le coin supérieur gauche. Une petite démonstration. Hop. Alors, scrolling. Là, les erreurs, c'est normal, hein, c'est que je n'ai pas la connexion Internet. Il s'est affiché là. Je le rechange d'écran. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Delphi, voilà, on a le projet ici. Alors j'ai créé des exemples, hein, déjà des démos. Je ne suis pas parti de rien. Je suis parti en fait d'un fichier nouveau et puis une nouvelle application multipériphérique pour ceux qui voudraient savoir, sur laquelle, quand on démarre l'application, on a déjà cette vue-là. Ça, c'est la vue de l'éditeur d'interface graphique en fait. C'est la fenêtre de notre application. Et là, on a toute une liste de composants, une palette de composants. Si je veux rajouter un bouton, hop. Il y avait deux T. Où est mon curseur de souris? Là. Voilà, je rajoute un bouton graphiquement. Et ici, j'ai l'inspecteur d'objets. J'ai deux onglets, les propriétés. Donc là, je peux modifier les propriétés du bouton directement, donc graphiquement. Et j'ai un onglet événements où là, je peux, par exemple, sur l'événement on-click sur le bouton, et bien, il va me générer l'événement correspondant. Et dans la partie code, là, je code ce que je dois faire sur le clic du bouton. Donc, très facile. Et au niveau interface graphique, je n'ai pas eu à importer quoi que ce soit. Je n'ai pas eu à écrire du code pour créer le nouveau bouton. Je l'ai fait graphiquement. Donc, on navigue entre l'onglet code ou conception. Et derrière, ça fait bien deux fichiers, en fait. Un fichier .pass, qui est le code source, Pascal, et le fichier .fmx, c'est ce fichier-là qu'on peut voir, clic droit, comme texte. Voilà ce qui génère, en fait, derrière. C'est du texte. Et là, voir comme fiche, je revois l'interface graphique. Ça permet, par exemple, de ne pas avoir besoin quand un billet, alors un analyste, par exemple, veut regarder une application dans le monde alors, pas forcément en jeu vidéo, mais dans l'informatique de gestion. On a une évolution à faire sur une application. La personne voit tout de suite l'écran sans avoir à démarrer l'appli, trouver un cas de test qui va bien, pour arriver jusqu'à l'écran qui va bien. Ben, on l'a tout de suite, en fait, l'écran. Et quelqu'un qui n'est pas développeur peut créer son interface comme il veut. Ben voilà, ça c'était pour la petite histoire. Hop. Super. Alors là, le code, j'ai juste mis en fait un petit bouton qui permet d'aller chercher une image. Le clic sur ce bouton-là, on ouvre la petite boîte de dialogue pour aller chercher l'image. Et je vais charger l'image. Ici, j'ai un composant, on le voit ici, un composant visualiseur d'image de type T-image. Donc très simplement, quand on clique sur le bouton, j'exécute la boîte de dialogue et je charge dans mon IMG visualiseur l'image ciblée par la boîte de dialogue. Ça permet juste de charger une image. Ici, on va saisir, c'est une zone de saisie, une vitesse, parce que c'est un scrolling qu'on veut faire. Donc, il va falloir le déplacer à une certaine vitesse. Et là, sur le bouton Créer scrolling, c'est là qu'on va réellement
Alors j'ai un petit objet scrolling, une petite classe ici, qui est assez simple en fait. C'est un des composants graphiques standards fournis avec toutes les éditions de Delphi, un T-layout qui va symboliser en fait le cadre bleu sur mon image dans ma présentation. Le T-rectangle, je fais à l'intérieur du T-layout, je fais un T-rectangle, c'est un composant standard aussi qui trace, comme son nom l'indique, un rectangle, mais on a une propriété fil dessus qui permet de remplir le fond du rectangle d'une couleur unie, d'un dégradé, d'une image. Là, on va prendre l'image parce qu'en fait, l'image, on peut lui dire ici, il a une propriété pour la remplir de manière... si la zone où il doit dessiner est plus grande que l'image, il va répéter l'image. Ce n'est même pas moi qui le calcule, il le fait tout seul. Et du coup, on crée un objet de ce type-là, des scrolling. Je lui affecte un parent. Dans Delphi, hop, la conception, on le voit ici dans la vue structure, tous les composants graphiques ont un parent, en fait. Donc il faut lui affecter un parent. Là, ce n'est pas créé par glisser-déposer dans l'éditeur d'interface graphique, je le crée dynamiquement dans le code. Du coup, il faut lui affecter son parent. Je lui dis, voilà, l'image de fond, tu vas utiliser l'image qui est dans le visualiseur. Je lui donne les dimensions du rectangle, c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la largeur de l'image multipliée par la largeur de la fenêtre, divisé par la largeur de l'image, plus 1. Hop. Voilà. Pareil pour la hauteur. Donc ça, c'est les deux formules que j'avais mises. Et puis après, on prend aussi, on lui affecte la vitesse qu'on a saisie et on ajoute dans une collection le scrolling. Ensuite, si je repasse ici, quand on crée là, il y a un petit timer là. Hop, le petit timer, il se déclenche lui aussi toutes les 16 millisecondes là. En fait, c'est pour faire du 60 images secondes. Et du coup, ça veut dire que toutes les 16 millisecondes, il va déclencher l'événement on-timer. Donc toutes les 16 millisecondes, qu'est-ce qu'il va faire? Alors j'ai deux variables, la vitesse de déplacement sur l'axe X, et la vitesse de déplacement sur l'axe Y. Donc je les initialise à 0. Et après, là, ça, ce sont des petits booléens pour savoir quelle touche a été appuyée en fait, sur le clavier. La touche de droite, la touche de gauche. Et ça, c'est sur... alors là, c'est que j'ai repris des bouts de code du projet Nagori. Je passe par des booléens pour savoir si la touche droite est enfoncée, parce que dans le jeu Nagori, on peut jouer au clavier, on peut jouer à la manette, et puis la version Android, on joue sur l'écran tactile. Du coup, j'ai 3 méthodes pour alimenter des booléens pour savoir si telle touche ou telle touche est appuyée, enfoncée ou pas. Hop. Ça va être sur la forme directement et sur l'événement onKeyDone où j'appelle ma fonction gérer touche qui est là. Et si la touche enfoncée est la touche de droite, je mets simplement mon booléen à la valeur qu'il reçoit, true ou false en fonction du cas. Donc là, sur le form keyDown, j'envoie true et sur le form keyUp, quand on relâche la touche, je le mets à false. Et du coup, ici, on revient dans le timer, toutes les 16 millisecondes. Si la touche droite est enfoncée, et du coup, la vitesse X de l'image, je la décale dans un sens. Donc, la touche droite pour que le personnage parte à droite, mais pour donner l'illusion, il faut déplacer l'image vers la gauche. Pareil, quand on fait la touche gauche, du coup, il faut que l'image parte vers la droite. Et puis pareil pour les touches bas et haut. Et j'ai une petite méthode ici qui me permet de déplacer les scrollings. Et là, je vais itérer sur la liste des scrollings, parce que quand je crée mon scrolling sur le bouton créer, je rajoute un scrolling dans cette collection. Du coup, j'itère sur tous les objets de cette collection. Et puis après, je regarde si le scrolling en question a une vitesse. Et bien du coup, je vais appliquer sa vitesse sur la position X et pareil sur la position Y. Et alors, qu'est-ce que ça donne?
Évidemment, il le met sur cet écran-là. Il est où le curseur de souris là? Hop. La compilation va très vite aussi. Ça, c'est un des gros avantages. Hop. Charger une image. Alors, j'en avais déjà deux prêtes. Ce sont des images qui viennent de l'asset graphique de Sadi Art. Je vais mettre une vitesse à 1. Je crée mon scrolling. Voilà l'image. Et puis là, si alors j'appuie sur la flèche de droite, l'image se décale à gauche, mais de manière perpétuelle. On ne voit pas de... Pareil si j'appuie en haut. Si j'appuie en haut et vers la gauche, il se décale dans toutes les directions, dans les 4 directions. Maintenant, je peux rajouter aussi une autre image. Celui-là, il y en avait jusqu'à 4. Je vais la déplacer. Lui donner une vitesse de 2. Donc, elle vient devant. Ça, c'est parce que j'ai décidé de le créer dans cet ordre-là. Et là, maintenant, si je déplace, on voit que l'image 2 est devant et va plus vite que celle de derrière. Mais les deux se déplacent et dans toutes les directions. Et on va aller jusqu'au bout parce que l'asset graphique en proposait 4 sur ce thème. Je vais mettre 4 et là, j'ai mes 4 images qui bougent et ça donne un effet de profondeur en fait au jeu. Et il n'y a pas beaucoup de lignes de code en fait là-dessus. Donc voilà pour les scrollings. Hop, je vais revenir à la présentation. Hop. Voilà pour la petite démonstration des scrollings parallaxe multidirectionnels. Dans le jeu Nagori, ce qu'on vient de voir là, les scrollings comme ça sont plutôt au fond de l'écran et sont générés dynamiquement. J'en parlerai un petit peu à la fin. Dans ma structure de fichiers pour gérer les niveaux du jeu, en fait, j'ai la possibilité dynamiquement de créer N scrolling. Là, l'asset graphique, le petit exemple que j'ai donné, l'asset graphique me fournissait 4 images, c'est pour ça que je suis allé jusqu'à 4 images, mais sur certains mondes, il n'y a que 3 fonds d'écran, sur d'autres, il peut y en avoir plus, et du coup, je peux les mettre dans la structure de mon fichier, ils vont se mettre derrière les différents plans. Je peux éventuellement aussi les mettre devant ces 2 plans-là. Ces plans-là sont en fait ne sont pas créés dynamiquement. Ils sont créés par l'éditeur d'interface graphique. Ça, ce sont les 2 plans. Ils vont bouger de la même manière. C'est les 2 plans jouables, en fait. Ça va être les deux niveaux sur lesquels le joueur va pouvoir se déplacer. Ensuite, il y a plusieurs niveaux, plusieurs plans, pardon. Il y a celui-là qui permet de faire éventuellement des décors qui seraient encore en avant, encore devant. Alors après, il y a des effets dans le jeu. Du coup, là, c'est le rectangle quand le niveau se passe dans la nuit. Le reste de l'écran est noir. Il y a juste un cercle, on va dire, qui éclaire un peu autour du joueur. Après, il y avait aussi celui-là, ça sert pour la météo. Il y a des niveaux où il pleut, des niveaux où il va neiger, des niveaux où il y a du brouillard. Voilà, et le brouillard, la pluie, la neige sont dessinés dans ce layout-là. Et puis au premier plan, là, il y a le layout du HUD, pardon. C'est les informations qui sont affichées au joueur. Le nombre de vies, l'énergie qui lui reste. Il y a un chrono. Alors, le jeu n'est pas chronométré, mais c'est juste que si on arrive à la fin du niveau, dans le délai imparti, on a accès à la fin, si on arrive à récupérer la console dans le niveau, on a accès à un petit niveau bonus. Ça donne des bonus supplémentaires. Voilà. La gestion des collisions. Comme Jonathan en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Très
très vite dans le développement du jeu, on va être confronté à ce problème-là, forcément. Notre joueur va se déplacer, il va être confronté à des murs, à des plateformes, à des ennemis, à des bonus, enfin, à des portes, enfin, que sais-je, voilà, à plein de choses. Donc il faut arriver à détecter ces collisions-là. Plusieurs méthodes existent. Il y en a des très complexes à implémenter, mais qui sont très précises, mais coûteuses en termes de performance. Et il y en a des plus simples, non seulement faciles à implémenter, mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont peu précises. Donc voilà, il y avait la méthode des bounding box, c'est celle que je vais utiliser. Ça va correspondre en fait à la détection par rectangle, voilà. Par cercle, ça peut être utilisé par exemple dans un petit jeu de billard, si on veut faire des collisions entre les billes, sur des jeux de style Puzzle Bubble, je crois, où on envoyait des petites billes vers le haut de couleurs, et voilà. Des points dans un polygone. Donc, il y a des algos qui arrivent à déterminer si le point donné il est dans un polygone. Et puis évidemment, le pixel perfect, ça c'est la plus coûteuse, mais la plus précise. Pour les besoins du jeu de plateforme, on va utiliser les bounding box parce que c'est pas compliqué à implémenter. Je suis passé... Non. Alors le principe, c'est ça, voilà. Comment savoir que le rectangle, les rectangles bleus et orange sont en collision, s'intersectent. Et bien en fait, la méthode, elle est là. On prend par exemple, cette méthode va prendre deux rectangles en paramètres, rectangle 1, rectangle 2. Mettons que le rectangle 1, ce soit le bleu, le R2, le rectangle orange. Et bien si la gauche, ici, du rectangle 1 est inférieure à la droite du rectangle 2, et si la droite du rectangle 1 est supérieure à la gauche du rectangle 2, et pareil pour le haut et le bas des deux, ben alors c'est qu'il y a une intersection. Donc voilà, c'est ça. C'est pas bien compliqué. Petite démonstration aussi. Hop. S'il est affiché là, très bien. Les collisions. Je ne vais pas refaire le détail de comment est faite l'interface. Au niveau code, on retrouve ici la méthode pour savoir si deux rectangles sont en intersection ou pas. Toujours une histoire de timer, parce que là on tourne aussi à 60 images secondes, donc toutes les 16 millisecondes on va passer là. Et du coup il va regarder si le rectangle 1 intersecte avec le rectangle 2. Alors là j'ai une petite fonction qui me permet de créer, en fait, de faire une conversion de cet objet-là en T-rect en fait. C'est pour ça qu'il y a une petite fonction en plus. Et puis il y a aussi, voilà, je récupère les touches droite-gauche, les flèches droite-gauche au bas du clavier pour faire bouger le rectangle 1. C'est pour ça que j'ai mis le rectangle 1 en bleu, parce que c'est sur celui-là que je vais bouger. Les autres, R2 et R3, ne bougent pas. Le R4 va bouger. On va le voir ici dans la vue structure. J'ai mis une petite animation, donc ça c'est pareil, c'est des composants fournis en standard. Une petite animation sur l'objet R4. Et l'animation, en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est on joue sur la position Y de son objet parent, donc du R4. Et on va le faire évoluer de la valeur 250 à 100 en bouclant indéfiniment dessus. On le rend actif dès que l'application va démarrer, ça sera actif, et ça va se jouer sur 5 secondes. Et ça va auto-reverse et à trou, ça veut dire que je vais reboucler et revenir sans arrêt. Il va monter, descendre. Et de manière, hop là, l'interpolation sinusoïdale. Ça veut dire qu'il va démarrer doucement, il va accélérer et ralentir en arrivant à sa position finale. Et après, comme on boucle et qu'on est en auto-reverse, il va refaire la même chose dans l'autre sens. Et le côté sinusoïdal, il le fait au départ de l'animation et à la fin de l'animation. Hop. Il va apparaître là. Oui, gagné. Mon curseur souris. Hop. Donc
Donc voilà, on voit le R4 qui bouge tout seul. Et le R1, alors j'appuie en haut. Et hop, collision avec R3. Je décale à gauche. Hop, collision avec R2. Je descends. Hop, il n'y a plus que R2 qui est en collision. Et si je mets... Voilà, il va avoir le R4. Je vais le remonter assez. Et on va voir quand le R4 va descendre de lui-même, il n'y a plus de collision. Voilà, avec ce petit exemple, comment j'ai géré en fait les collisions dans le jeu. Donc là, c'est pareil, hein, et c'est surtout cette fonction-là qui était intéressante. Ça ne fait pas beaucoup de lignes de code. Au final, hop. Je repars. Mince, il est pas reparti du... Hop, pardon. Alors, dans le jeu, Nagori, en fait, on a une image. Alors là, c'est grossi aussi, mais c'est le personnage que j'ai utilisé, qui vient toujours de Sadi Art. Et il fait une taille, je crois que c'est 64 pixels de haut, il me semble. Mais du coup, ça c'était pour illustrer qu'en fait, dans le jeu, je ne prends pas la taille de l'image comme rectangle, mais chaque objet, le sprite du joueur, les ennemis, les bonus, je définis une autre hitbox en fait, un autre rectangle plus proche du dessin, pour être un peu plus précis dans les collisions. Sinon, j'aurais pris la taille de l'image, ben là, un objet viendrait là, il détecterait une collision, alors qu'il n'y en a pas. Il faut attendre qu'il vienne le toucher réellement. Voilà, c'est pour ça que j'ai défini en fait dans le jeu une hitbox différente que celle de la taille de l'image. Animation et saut. Alors voilà, un peu de redite encore à nouveau. Là, il y a une image en fait qui décompose les étapes du personnage quand il court. Là, il y a 8 étapes. Et du coup, le but du jeu, ça va être d'afficher dans le sprite qu'une image et une fraction de seconde après la deuxième image, etc., jusqu'à la 8e. Quand on arrive à la 8e, on revient là. Voilà, donc l'objet image ne doit en fait afficher qu'une portion de l'image qui contient les étapes d'animation. Donc ça, sous Delphi, ça va être très simple, qu'avec des composants standards toujours. Donc le T-image pour afficher l'image, et il y a un composant qui s'appelle le T-bitmap animation. Alors, hop. Je ferme collision. Animation. Donc voilà, j'ai un objet image que je suis allé chercher dans la palette de composants. Et pareil, il y a un bitmap list animation que je suis allé chercher aussi dans la liste dans la palette des composants. Et ce composant-là, en fait, il agit sur la propriété name. Voilà, on ne le verra pas, mais il agit sur la propriété bitmap de son parent. Donc le composant image, il y a une propriété bitmap qui est l'image à afficher. Et ben, le bitmap list animation va jouer sur cette propriété-là de son objet parent. On lui donne... Allez. Ah non, c'est sur cet écran. Hop. Voilà, petite boîte de dialogue où on peut charger l'image. Voilà, ça c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Là. Dans la présentation, j'avais mis des traits rouges pour bien marquer les différentes étapes de l'animation, mais évidemment, l'image réelle n'a pas ces traits rouges. Donc on a les 8 étapes. Il a détecté du coup tout seul la taille de l'image, et là je lui ai dit qu'il y a 8 étapes sur une ligne seulement. On pourra avoir une image où il y a plusieurs étapes sur plusieurs lignes. Et là, si j'exécute, ça s'affiche là. Voilà. J'ai mon sprite en 0 ligne de code en fait. Je peux évidemment changer. Je vais avoir une autre. Prendre une autre image.
Celui-là. Il y a eu plusieurs tentatives, c'est pour ça qu'il y a plusieurs numéros de version. Hop. Les images du jeu. Si je fais par exemple IDLE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi, ah ben, il n'y a pas besoin de modifier. C'est 8 étapes aussi pour cette image-là. Ça, c'est quand le personnage regarde vers la droite et quand l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton, ben voilà, il attend. Voilà pour ça. Ça, c'était les animations. Et le saut. En discutant des fois sur des forums, il y en a qui partent dans des délires. Le saut, ça va être compliqué. La formule mathématique derrière le saut, ça va être compliqué. Ben, en fait, non. Pas là, en tout cas. Là, on va avoir besoin d'un vecteur vitesse. Donc, sur l'axe Y, puisque le saut, il va forcément sauter en l'air. Un vecteur gravité pour forcer l'objet à retomber. Et une puissance. En fait, ça va être l'impulsion qu'on va donner au saut. Et du coup, dans la boucle principale du jeu, on va calculer la vitesse Y. Elle sera incrémentée de la gravité à chaque itération. Comme ça, le personnage va descendre, 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 jusqu'à trouver une plateforme, une collision avec quelque chose, une plateforme. Et du coup, là, la collision va remettre la vitesse Y à 0. Du coup, il ne bougera plus sur l'axe Y. Et quand l'utilisateur va appuyer sur la touche de saut, en fait, on va juste, cette puissance qui est inverse au vecteur de gravité, on va lui donner ça dans la vitesse Y, et du coup, il va monter rapidement, mais comme il ne sera plus en contact avec la plateforme, ben, en passant dans la boucle du jeu, la gravité va toujours le faire redescendre, freiner dans un premier temps, et puis après, au bout d'un moment, il va redescendre. Et ça simule le saut comme ça. Hop. Alors, je vais avoir une petite démo aussi. Je vais l'avoir là. Ouais. Donc là, pour faire plus simple, hein, c'est des rectangles toujours. Hop. Il apparaît là. Donc là, j'ai symbolisé un sol artificiel. Le rectangle est là. Et je lui dis de sauter. Hop. Voilà. C'est ce qui est utilisé dans Nagori pour faire le saut. C'est juste ça. Et voilà, la petite démo, c'était fait. Édition de niveau. Alors voilà, j'ai participé à plusieurs game jams en fait. Et dans une game jam, on a un temps limité pour faire un embryon de jeu, on va dire. Du coup, on fait souvent qu'un niveau et encore une petite partie d'un niveau. On ne va pas jusqu'au bout du jeu. Il n'y a pas forcément des menus. On n'a pas le temps de faire... enfin, surtout les game jams que j'ai fait, j'y étais tout seul. Du coup, je n'avais pas de musicien, pas de graphiste. C'est pour ça que j'avais pris des assets déjà de Kenny pour faire des petites choses. Mais du coup, là, pour se pousser à faire un jeu complet, donc il va falloir l'habiller, il va falloir lui mettre un menu, enfin raconter une histoire, et puis il va falloir créer des niveaux, plusieurs niveaux pour que ce soit intéressant. Et du coup, il faut bien penser à la structure du fichier qu'on va faire, qui va stocker les informations, parce qu'il va falloir pouvoir générer le niveau à partir des informations contenues dans ce fichier. Moi, je suis passé par j'ai choisi un format JSON classique, fichier texte. Je peux vous montrer ce que ça va donner. Elle est où ma souris? Hop. Je vais ouvrir un fichier. Le fichier du premier niveau. On ne va pas tout détailler, mais ça donnera l'idée. Hop.
En fait, il y a des informations génériques, le nom du niveau, parce qu'il est affiché au démarrage du niveau. J'indique quelles images de tileset je vais utiliser. Donc ça, c'est des images qui me sont fournies dans l'asset graphique. J'ai plein d'informations, la position du joueur au départ sur le niveau. J'ai les différentes images d'animation que je veux pour mon joueur. Par exemple, quand il ne bouge pas, mais qu'il regarde vers la gauche. Là, c'est quand il ne bouge pas. Ça, c'est ah oui, j'ai rajouté des choses dans le jeu aussi. Quand on saute, il y a une petite animation de poussière au sol, voilà, qui est jouée. Donc voilà, c'est toutes les animations. En dessous, je vais le remonter un petit peu et peut-être le zoomer un peu. Là, ce sont les informations des scrollings, en fait. Donc on retrouve les informations qu'on avait vues tout à l'heure. On a besoin d'une image, on lui donne une vitesse au scrolling. Pause Y, je ne m'en sers plus, en fait, finalement, dans le jeu. Mais après, c'est savoir si le scrolling est en avant-plan, en fait, avant les niveaux où le joueur se déplace, au premier plan ou pas. Et s'il n'est pas au premier plan, il est forcément à l'arrière-plan. Et ils vont se créer dans cet ordre-là. La première image au fond, la deuxième image un peu devant, etc. On a ici les éléments de la plateforme. Donc les plateformes, c'est là où le joueur va pouvoir marcher, en fait. Donc elles ont une certaine taille, les plateformes. Hop, il peut y avoir, alors, dans le niveau, il peut y en avoir beaucoup. Il peut y avoir des animations sur les plateformes. Elles peuvent bouger, elles peuvent disparaître, etc. Donc ces informations-là, je les ai stockées dans le fichier JSON, en fait. Et quand je crée mon niveau, je lis ça et puis je crée tous les objets qui vont bien. J'ai des éléments de décor animés aussi. Donc c'est géré, tout est déclaré là-dedans. Il y a les images des bonus, il y a les ennemis avec leurs déplacements qui sont indiqués là. Et à la fin, hop, je peux pas aller plus bas, non. Ça c'est la description du niveau, du premier plan du niveau, et ça c'est l'arrière-plan du niveau, en fait. Et là, en fait, je vais dire quelle image j'utilise pour afficher le niveau. Et les décors, alors c'est les éléments du décor que j'ai définis avant. Je prends son indice et je lui donne sa position dans la grille du niveau. Les tilesets que j'ai pris, ils font 32 pixels par 32. Du coup, mon niveau, il a une certaine taille. Et ça, c'est les coordonnées de, on va dire, de la cellule 49, 51, avec des cellules de 32 pixels sur l'image de tileset. Comme ça, il dessine en même temps l'image et il sait où se trouvent les objets. Hop. Voilà. Alors du coup, voilà, je sais les lire, ce fichier-là. Et derrière, du coup, j'ai fait un petit éditeur de niveau que je ne vais pas montrer parce qu'il est buggé. Il faut savoir l'utiliser. Mais il me génère ce fichier-là. Voilà. Et ça gagne un peu de temps que de le faire à la main, d'avoir un petit générateur de niveau. On va arriver du coup à la conclusion. Alors voilà, là je vais présenter le jeu. Où est ma souris là? Alors, il y a plusieurs écrans, il y a plusieurs unités, évidemment. Là, je compile pour Windows, mais je peux choisir ce que je veux parmi ces choses-là. Alors, je n'ai pas le compilateur iOS parce que je n'ai pas de périphérique iOS. Et je ne veux pas payer la licence Apple. Voilà, c'est pour ça. Et sous Windows, voilà ce que ça donne. Donc, je vais le compiler. Alors, il va peut-être s'afficher là, du coup. Bingo. En déplaçant la fenêtre, c'est encore en cours de dev, hein, l'animation. Ah, il m'a remis là. Là, typiquement, c'est voilà, une scène 2D qui est affichée au premier plan d'une scène 3D. Là. Et c'est un petit rappel au Demo Maker des années 80-90, voilà, en arrière-plan du menu. Alors, il y a du son, je ne sais pas si... Ouais, ça ne va pas s'entendre là, de toute façon. Hop. On peut... Alors oui, je n'ai pas regardé. Il y a des options, hein. On peut jouer... Alors ça, je reverrai peut-être la manière d'affecter les touches de la manette, parce que ce n'est pas terrible.
Là, je n'ai pas pris la manette. Donc, on va jouer au clavier. Il y a quelques options possibles. Donc, un niveau de difficulté, par exemple, la résolution du jeu. Alors, il est fait normalement pour être mobile, le jeu. Donc, c'est vraiment une application que j'ai développée en étant mobile first. Et après, il tourne aussi sur desktop. Mais en mobile, il va prendre tout l'écran. New game. Hop. Non, je ne vais pas mettre le user programmé parce qu'il y a un petit code qui débloque des choses quand on va saisir programmé. Hop, essai. Il y a un petit autoplay pour ceux qui ont connu les jeux sur Neo Geo. Voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. Ça explique les deux boutons, comment on joue. Il y a la petite histoire. Voilà, il est content d'avoir une belle collection de consoles. Donc, c'est pareil, les plus jeunes vont peut-être pas les reconnaître, mais peut-être que, au moins, les personnes de ma génération vont savoir de quoi on parle. Et puis, il y a un méchant voleur qui arrive et qui pique les consoles. Voilà. Et il va falloir partir à l'aventure à travers 7 mondes à découvrir. Alors, au début, on n'a droit qu'au monde de la forêt. Il faut finir le monde de la forêt pour débloquer les autres mondes. Et voilà à quoi ressemble le premier niveau. Donc, dans la forêt, il y a des décors animés avec les arbres. Je peux déplacer mon joueur, enfin le joueur. Là, typiquement, je passe derrière la barrière. Ça, c'est le layout des décors devant. Devant le layout du joueur, en fait. Il y a un petit ennemi là. Pour sauter, c'est la barre d'espace par défaut. Hop, là, je me suis fait toucher. Il y a les petits joyaux à récolter. Ça permet, après, quand on débloque le niveau suivant, le village, on peut acheter des équipements. Là, je peux pas, j'ai pas d'épée, donc je ne peux pas taper pour l'instant. Il faut éviter les ennemis. Mais après, dans le jeu, on peut acheter des épées plus ou moins puissantes. On peut acheter des potions qui permettent d'avoir plus d'énergie aussi, remplir la totalité d'énergie. On peut acheter des super bots. Il n'y a pas de double saut. On a parlé d'un double saut tout à l'heure, parce que j'aime pas, moi, en fait, le double saut. Je trouve pas ça naturel. On ne peut pas prendre appui dans l'air pour rebondir. Par contre, il y a des super bots qu'on peut acheter, et du coup, ça va permettre aux joueurs de courir. Alors là, ils ne peuvent pas courir. Pour courir, il faudra appuyer 2 fois rapidement sur la flèche de droite ou 2 fois sur la flèche de gauche. Là, il ne peut pas parce qu'il n'a pas les super bots. Quand il a les super bots, il peut courir, et du coup, les sauts sont plus hauts et plus longs. Voilà. Et puis, du coup, on voit derrière les images du background, des scrolling parallaxe. Il y a la détection des collisions, comme on a vu. Il y a le saut, comme on a vu. Les différentes animations, comme on a vu. Après, j'ai juste montrer d'autres. J'ai fini après la présentation. Hop, je vais revenir en arrière. Il m'a mis là. Pourquoi il est reparti là? Hop. New game. Alors là, il va y avoir un code. C'est juste un copain qui a un magasin Dynamic Game, en fait. Et ce code-là, je passe l'intro, il ouvre tout, en fait. Alors, tous les niveaux ne sont pas faits encore. Mais, par exemple, je peux vous montrer ça, le premier niveau de ça. Il y a du brouillard devant. Et tous les graphismes, du coup, c'est toujours le même asset graphique. Il y a un effet de brouillard devant. Il y a de la pluie quelque part. Il peut y avoir de la neige aussi. La neige, elle est en montagne. Voilà. Voilà. Donc voilà rapidement le jeu. Donc faire son jeu de A à Z d'un point de vue développeur, parce que je ne suis pas graphiste, je ne suis pas musicien, voilà, du coup j'ai pris des assets. Mais c'est passionnant, moi ça m'a bien plu, je m'amuse bien à le faire. Par contre, il faut se focaliser sur certaines choses. Au départ, on part un peu dans tous les sens. Ah, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Non, partir simple pour essayer de le finir. Et là, je suis en train de finir les derniers niveaux, mais je ne suis pas game level designer. C'est quelque chose de pas facile à faire. C'est un vrai métier à part pour faire des niveaux intéressants à jouer.
Il existe, voilà, le jeu sera, quand il sortira, il sera disponible sur au moins le Play Store dans un premier temps, puis d'autres plateformes rapidement. Il faut très bien connaître pour faire son jeu soi-même. Alors les moteurs, ça va être très bien pour si vous voulez vraiment faire de véritables jeux, ça va vous aider sur plein de fonctionnalités. Mais faire son jeu soi-même, c'est sympa. Il faut bien connaître au moins un langage de programmation, ne pas avoir un projet trop ambitieux, participer à des game jams. Je pense que c'était lors de la première intervention. Je suis tout à fait d'accord, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Et puis il existe plein de sites où on peut trouver des ressources. Itch.io, pas mal, il y a beaucoup d'informations, il y a même des jeux aussi indépendants, il y a même le calendrier des game jams, si vous voulez. Et puis un autre site, Open Game Art. Alors, si vous avez des questions, et je remercie aussi le magazine programmé, François et l'équipe d'organisation de l'école 42. Merci à toi. Alors, comme vous voyez, en fait, ça se gère comme un projet, en fait. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant, et ça montre aussi la complexité, même pour un jeu comme ça, que c'est du multicouche, c'est voilà, et puis il faut faire tout, quoi. Et, oui. Voilà, après, c'est ce qui m'intéresse moi. Alors c'était pour ça un peu que je l'ai fait aussi. Après, mais après c'est très intéressant à faire. Alors, ce qui est intéressant, donc ton jeu il est multi-plateforme. Ouais. Tu nous as montré très rapidement que tu gérais les manettes, le clavier et le tactile. Oui. Est-ce qu'au bout du compte, ça te rajoute beaucoup de code de gestion, tout ça? Non, en fait, je l'ai encore là, Delphi. Hop. Où j'ai mon curseur de souris? Là. J'ai voilà, un layout alors, qui est affiché certainement en dessous. Là, on ne va pas le voir. Opacity 0,5. Il doit être dessous. Voilà. Ça, c'est un layout qui est visible que quand on est sur Android, parce que je ne vais pas faire de version iOS, je n'ai pas de périphérique OS. Mais sur les plateformes mobiles, voilà, il y a un faux joystick et qui correspond au tactile. Quand on appuie sur cette touche-là, ça va mettre à jour mon booléen touche du haut. Et du coup, il va faire comme si j'appuyais sur la flèche du haut. Voilà. Et les manettes, c'est pareil, la seule dépendance externe du projet. Et c'est un collègue MVP aussi, que tu dois connaître, Patrick Prémartin, qui avait fait la petite lib open source que j'utilise. Parfait. Très bien. Écoute, un grand merci à toi. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à lui poser. On va essayer de finir à peu près à l'heure, parce que les pizzas arrivent dans à peu près 1 heure. Donc on va essayer de ne pas être trop en retard. Voilà. Encore une fois, un très grand merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour tout à l'heure. Je pense que tu seras ravi d'y répondre. Ah bah oui, pas de souci. Merci à toi. On va passer à la toute dernière session. Donc, alors, cette session a posé quelques soucis de définition de titre, apparemment, si je me souviens bien. Donc le titre que j'ai laissé, parce que je ne sais même plus si c'était ton dernier titre ou pas d'ailleurs, on l'a intitulé, enfin tu l'as intitulé Game Dev sur le web. Donc Julien, je t'invite à venir sur scène. Allez, en attendant que si toute la technique se passe bien, qu'on n'a pas de problème de signal, allez, une question pour gagner le cadeau mystère. Très facile. Donnez-moi... alors, vous savez que Steve Jobs donc, a co-créé Apple. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Mais en 75-76, il travaille dans une certaine société pour créer un certain jeu d'arcade. Donc vous allez me donner le nom de la société et le jeu sur lequel il va travailler. C'est bien Atari, mais le jeu? Non. Non, ce n'est pas un Pong. Ah non. Ah bah non. Donc effectivement, il bosse bien chez Atari, mais pour faire quel jeu? Non. C'est pas Pong.
Ouais. Eh oui, le mythique casse-brique. Ce qui n'est pas un Pong, hein. Alors, qui a répondu Breakout? C'était toi. Hop. Alors, c'est à HoloLens, Génération 1, totalement vintage, évidemment. Alors, voilà. Il est beau, hein? Alors, est-ce que le signal fonctionne ou pas? Oui, bravo. Hop. Super. Eh bien, écoute, on va essayer de respecter à peu près le planning, ce qui est un miracle parfois.